C'est une vieille tradition, déjà, et peut-être surtout en France. En tout cas, en France, elle a pris une dimension quasi noble dans le journalisme, parce qu'elle s'est développée en pratique journalistique à part, mêlée à une pratique littéraire, ce qui est assez original dans le journalisme en général, et en France peut-être aussi en particulier, mais s'est développée toute une tradition dans le journalisme de couvrir les tribunaux avec du style. Donc déjà, il y a un style de la chronique judiciaire, et que ceux qui la pratiquent de manière éminente deviennent des personnes célèbres et très respectées dans la profession. Comment on raconte une audience, et comment on fait de cette audience, et c'est là où c'est intéressant sur le fond, comment on fait de cette audience un miroir passionnant, pertinent de la société, et d'une partie de la société qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir. Ce qui se passe à la cour, y compris au niveau des délits, permet de comprendre des enjeux majeurs de la société. Et on peut du coup, à travers un tribunal, on peut aussi toucher à toutes les couches de la société. Ben oui, monsieur, mais quand un commerçant ne veut pas d'une personne dans son établissement, bon, a priori, ça ne mérite pas que ça dégénère de cette manière. Enfin, il ne me semble pas. Non, il a eu une violence qu'il n'a jamais d'habitude. D'habitude, et monsieur, quelqu'un qui réagit en vous disant, comme d'habitude, qu'il ne veut pas vous voir, ça nécessite qu'on revienne avec un fusil à pompe à canoncier. Non, madame, mais d'habitude... Ça justifie ça, monsieur? Non, madame. On touche à la fois ces couches les plus défavorisées, les plus criminelles, les plus violentes, mais aussi des couches très riches, sous différentes formes. Donc c'est un domaine inépuisable, quasiment, d'histoire. Il y a des histoires tous les jours, aux tribunaux. Elles vous sont données sur un plateau. La couverture judiciaire, à mes yeux, n'implique pas un état de droit particulier ou une liberté de la presse absolue. On peut tout à fait aller couvrir des procès de droit commun, du quotidien, dans des pays à régime autoritaire et en faire un art journalistique. En ce moment, je travaille avec des journalistes ukrainiens qui suivent les tribunaux pour développer l'art de la chronique judiciaire. Bon, ils travaillent dans un contexte qui est délicat, qui est difficile, avec d'énormes problèmes de corruption, une liberté de la presse très récemment acquise, réelle mais quand même fragile. Ils peuvent tout à fait développer leur art de la chronique judiciaire, y compris s'ils n'arrivent pas à l'appliquer à des histoires qui sont trop sensibles politiquement dans le contexte ukrainien aujourd'hui, soit vis-à-vis de la guerre, soit vis-à-vis de la corruption des élites, eh bien, ils pourront quand même le développer sur tout le reste. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, c'est que c'est une pratique journalistique qui peut se développer, qui peut s'épanouir dans un contexte de régime autoritaire. Absolument pas, mais il faut le devenir. Alors là, c'est la chronique judiciaire, couvrir les tribunaux, c'est quand même une spécialité, c'est un domaine particulier, comme toutes les spécialités, comme quand on est journaliste scientifique ou journaliste médical, on doit apprendre. On doit apprendre la technique du domaine dans lequel on baigne. Bon, ben là, la technique, c'est le droit. Donc on peut y entrer, on y entre tous à mon avis. Bah, peut-être qu'il y a certains chroniqueurs judiciaires qui ont fait des études de droit, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. En revanche, il est tout à fait évident qu'on va devoir l'apprendre. On ne peut pas ne pas maîtriser la procédure et être un bon chroniqueur judiciaire. D'abord parce que c'est en maîtrisant la procédure et les termes et le jargon qu'on va savoir les réécrire de manière simple, compréhensible pour tout le monde. C'est la base du journalisme. Mais la base du journalisme, elle est beaucoup plus difficile à appliquer quand on est dans un domaine technique et spécialisé. Le seul moyen de le faire, c'est de s'approprier tout ce jargon, toute cette technique, pour la maîtriser suffisamment, pour la vulgariser, comme on dit. Tout simplement pour la dire en termes simples. Et puis pour s'en émanciper. Parce qu'en fait, ce n'est pas intéressant la procédure. Enfin, c'est pas là que se joue la chronique judiciaire. La chronique judiciaire, elle se joue dans l'histoire humaine qui est devant vous. À ma connaissance, aucun chroniqueur judiciaire local ou national est devenu un chroniqueur judiciaire international. On vient, je pense, à la chronique judiciaire internationale par l'international.
C'est-à-dire qu'on est déjà un reporter sur les affaires internationales et on plonge dans la justice internationale parce qu'elle nous permet de continuer de traiter une question de politique internationale à travers les crimes de masse et donc à travers la justice. C'est comme ça, à mon avis, qu'on arrive à la chronique judiciaire internationale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pont finalement entre le national et l'international évident, en tout cas pas dans la pratique. Donc moi j'étais un reporter des affaires internationales, de politique internationale, de situations de conflit, et c'est comme ça que j'en viens à pratiquer, à couvrir les procès, les grands procès pour crimes de masse, crimes contre l'humanité, parce que je me retrouve à une période historique tout à fait particulière où se développent les tribunaux internationaux contemporains au milieu des années 90. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Et moi, je tombe là-dedans et j'accompagne un mouvement historique de politique internationale naissant, qui est la renaissance de la justice internationale. Un procès, c'est une unité de lieu très praticable, et puis c'est toujours une histoire d'un individu. Et à travers les procès pour crimes de masse, en fait, j'ai trouvé que c'était un terrain de travail d'une richesse infinie pour embrasser l'histoire dramatique d'un pays. Quelle ambition, quelle présomption, c'est impossible. Et là, tout d'un coup, ça devient possible puisqu'on le fait à travers l'histoire d'un homme ou d'une femme, enfin d'un individu. Et ça, c'est plus gérable. Donc ça, cette lunette qu'offre la justice internationale sur le crime de masse est tout à fait pour moi l'équivalent de la lunette qu'offre un procès au niveau national sur une société. Il est une lunette qui permet de traiter des questions de fond et de les traiter sous des angles infinis. Quand on a un peu marre de traiter, par exemple, sur un plan juridique, à un moment donné, c'est fatigant le juridique, et ben on peut tout à fait continuer de traiter la justice sur un plan philosophique, sur un plan historique, sur un plan politique. C'est un grand enjeu de politique internationale ou psychologique. Au niveau international, on retrouve une richesse littéraire absolument inouïe. On a tout. On a, dont je disais, on a cette unité de lieu, mais on a aussi une gamme de personnages incroyable. Incroyable sur un procès, hors norme, et mis dans des situations hors normes. Alors là, pour le coup, c'est le crime de masse quand même. Donc la dramaturgie, elle vous est donnée. Donc là, on peut développer du coup un travail d'écriture qui reste du domaine du journalisme, de la non-fiction. Alors là, c'est une grande tradition américaine, mais où on applique les techniques du roman, techniques littéraires. Et là, on peut se lancer du coup dans des travaux de journalistique d'autres formats, des formats longs, livres, qui restent du journalisme, mais au grand format. Alors là, sur la justice, c'est vraiment, il y a une richesse romanesque et tragique dans le crime de masse qui vous est donnée. Je pense qu'on peut en tirer des éléments clés assez simples qui permettent à tout le monde de se souvenir ce que c'est. Génocide, par exemple. On a deux éléments qu'il faut retenir, c'est l'intention de détruire. Ça, c'est très spécifique au génocide. C'est l'intention de détruire une population qui va appartenir à 4 groupes. Il y a seulement 4 groupes au niveau international qui sont reconnus comme étant des groupes pouvant être victimes d'une destruction. Ces groupes, c'est les groupes raciaux, national, ethniques et religieux. Alors, on ne va pas rentrer, peut-être, on n'a pas besoin de rentrer dans quelle est la différence entre ethnique, racial, national. Ce qui est intéressant, c'est de retenir que ces 4 groupes, c'est quelque chose qui vous est donné à la naissance. Ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi. Donc, par exemple, une appartenance politique, est-ce que ça peut tomber sous le coup du génocide? Non, puisqu'on choisit d'appartenir à un parti politique. Ça ne veut pas dire qu'on mérite la mort, mais c'est quelque chose qu'on choisit. On ne choisit pas d'être juif, on ne choisit pas d'être musulman, on ne choisit pas d'être né français ou congolais,
ou d'être Tutsi ou Hutu, ce ne sont pas des choses qu'on choisit, elles nous sont données à la naissance. Donc c'est simple, c'est forcément en appartenant à ces groupes de naissance qu'on va pouvoir être victime d'un génocide. Le crime contre l'humanité, c'est l'attaque systématique ou généralisée contre une population civile. C'est tout. Alors ensuite, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est être systématique ou généralisé. Bon, ben, systématique, il faut qu'il y ait répétition. Dans le temps, on peut avoir répétition, du coup on a un caractère systématique. Ce n'est pas un incident unique. Et généralisé, et donc c'est l'un ou l'autre. Ça peut être les deux, mais on n'a pas besoin. Et généralisé, c'est donc on voit bien que c'est sur une surface, une grande ampleur. Voilà, donc il faut une attaque systématique ou généralisée contre une population civile. Vous voyez bien que là, dans le génocide ou le crime contre l'humanité, on n'a pas besoin de conflit. On peut perpétrer un génocide ou un crime contre l'humanité dans une situation de paix. Et c'est là où le crime de guerre va se différencier. Crime de guerre, il y a guerre. Donc pour qu'il y ait un crime de guerre, il faut qu'il y ait un conflit. Et le crime de guerre, ça peut être à la fois commis contre des civils ou contre des combattants. Exemple, un combattant est mis hors d'état de nuire, est fait prisonnier, et on va le torturer quand il est prisonnier ou l'exécuter, il y aura crime de guerre. D'accord ? Mais une armée vise un hôpital où il y a des civils, et le vise de manière volontaire, en sachant les dégâts qu'ils vont commettre sur les civils, ils commettent un crime de guerre, parce qu'ils sont là en tant que combattants. D'accord ? Donc le crime de guerre nécessite l'existence d'un conflit, et nécessite que le crime soit lié au conflit. La justice transitionnelle, du coup, ce n'est pas seulement le pénal. Les procès, c'est une partie seulement de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est un peu, théoriquement, hein, la théorie autour de ça, c'est tous les mécanismes de justice ou parajudiciaire qui permettent de passer, en théorie, d'une situation de conflit à une situation de paix, ou d'une situation de dictature à une situation de démocratie. Et c'est le traitement des violences significatives, donc on dit des violences de masse, qui ont eu lieu sous la dictature ou pendant le conflit, et comment on traite cette violence. Et or, on ne la traite pas seulement à travers des procès, on peut la traiter à travers des commissions vérité, qui sont des organismes non judiciaires de recherche de la vérité et d'écriture de ce qui s'est passé, de récits. Ça peut être des programmes de réparation, ça peut être des travaux de mémoire, comment on organise la mémoire, ou ça peut être des travaux de réforme juridique quand on estime que les lois ont servi l'oppression. Et donc il faut changer les lois pour sortir de l'oppression. Tout ça, toutes ces initiatives, qui sont des initiatives de justice après crime de masse, après atrocité de masse, tout ça, ça constitue la justice transitionnelle. Ça peut concerner l'environnement, ça peut concerner les entreprises. Ça, c'est les terrains les plus excitants aujourd'hui, par exemple. On est quand même passé d'une notion du crime de masse qui est assez classique, basée sur le conflit ou la dictature, qui existe toujours, hein, à des notions beaucoup plus contemporaines de violence de masse qui peuvent comprendre le vol des terres. La terre, partout où vous voyagez, vous voyez bien que la terre est une source de conflit absolument majeure partout dans le monde, et au nord comme au sud. Donc là, on a des sortes de violences qui sont faites à des communautés d'hommes de manière tout à fait massive, et qui, à mes yeux, sont en train de rentrer dans le domaine des mécanismes de la justice transitionnelle, ou de ce que la justice transitionnelle traite. Le journaliste ne va pas changer le monde et il ne va pas changer la justice. Mais
il reste, comme dans toutes les autres matières qu'il peut pratiquer, il reste ce témoin indépendant, libre, qui dit des choses, de ce qu'il voit. Et ça, on ne sait jamais. Un écrit un jour peut peut-être contribuer à l'exposition publique de ce qui est peut-être une erreur judiciaire.